Bonjour tout le monde. Pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous, je prends le temps de me présenter. Frédérique Lachapelle, enseignante en adaptation scolaire à l'École secondaire d'Anjou, au Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île. Et je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Une des mesures fortes du plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur vise le déploiement dans l'ensemble des écoles du Québec d'une offre de formation évolutive pour du personnel enseignant, professionnel et de soutien en matière de pédagogie numérique, qui est bonifiée au fil des mois en fonction des besoins du milieu. 3 partenaires du ministère travaillent en complémentarité pour répondre à la grande variété des besoins exprimés par ces acteurs du milieu. Ces partenaires sont Cadre 21, Learn et Récit. Je vais être honnête avec vous. Avant de me préparer pour la présentation de cet atelier, je connaissais peu les partenaires du ministère et leur offre de formation. En échangeant avec eux, j'ai saisi toute la richesse de ce contenu accessible sans frais, notamment dans une perspective de développement professionnel. Donc, que vous soyez un enseignant d'expérience, tout comme moi, un nouvel acteur du réseau scolaire ou encore un futur enseignant, vous y trouverez sans aucun doute votre compte. Tout au long de l'atelier, il est possible de poser des questions à l'aide du module QR pour questions-réponses disponible sur la plateforme Zoom. Puis, une période de questions est prévue à la fin des échanges. Il me fait donc plaisir de vous présenter les représentants de ces 3 partenaires du plan d'action numérique en lien avec les auto-formations, soit Maxime Pelchat de Cadre 21, Stéphane Lavoie de Campus Récit et Christine Truesdale de Learn. Ils prendront la parole à tour de rôle pour vous présenter leur organisation et leur mission. Commençons d'abord par M. Maxime Pelchat, représentant de Cadre 21. Merci beaucoup, Frédéric. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. Donc, bonjour à tout le monde qui est à l'école, à la maison. Donc, je vous présente brièvement le Cadre 21 pour ceux qui seraient moins familiers. Cadre 21, c'est tout d'abord un acronyme. Hein. C'est le Centre d'animation, de développement et de recherche en éducation pour le 21e siècle. Donc, ça fait 5 ans que ça a été lancé. Et puis, la mission de l'organisme tourne autour de 3 principaux éléments. La promotion, évidemment, du développement professionnel en éducation, l'appui à la recherche en éducation également, puis bien sûr, c'est ce qui nous intéresse un petit peu plus aujourd'hui ici, offrir des occasions de formation continue en ligne. On a en ce moment une plateforme d'apprentissage avec plus de 25 auto-formations, bientôt 30. J'ai hâte de pouvoir changer justement ce chiffre-là, qui a été élaboré au cours des années avec un paquet de partenaires experts qui nous ont donné un coup de main pour bâtir ces auto-formations-là. Elle se déploie sous 4 axes principaux, plus une offre justement des fois spécifique avec des partenaires en particulier. Et ces auto-formations sont avant tout flexibles, évidemment accessibles sans frais pour tout le personnel scolaire du Québec. Il n'y a pas d'échéance quand on se lance dans une auto-formation. On a un parcours qui nous amène jusqu'à laisser des traces dans le fond de ce qu'on retient et ce qu'on met en action par rapport à ces formations-là. Il y a une rétroaction personnalisée qui est offerte par des gens de terrain qui sont là, qui vous donnent de la rétroaction et qui permet à ce moment-là d'intégrer tout ça dans un badge numérique qui permet de reconnaître, valoriser ces actions de développement professionnel-là. Et évidemment, surtout, laisser des traces de ces apprentissages-là. Je présume qu'on en parle un petit peu plus dans le courant de la discussion de ce matin. Merci, Maxime. Alors, c'est moi qui prends le relais. Alors, bonjour tout le monde, il me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Je suis Stéphane Lavoie, je suis conseiller pédagogique depuis quelques années déjà et j'œuvre au sein du Récit depuis 2006. Le Récit, c'est quoi? C'est aussi un acronyme, comme on a l'habitude d'en voir beaucoup d'acronymes dans notre milieu. Alors, le Récit, c'est d'abord qui a été créé en 2000-2001, c'est le réseau pour le développement des compétences des élèves avec l'intégration des technologies. Il y a 3 ans environ, on a voulu utiliser l'acronyme avec des mots-clés qui nous ressemblent un peu plus. Donc, vous voyez à l'écran réseau, éducation, collaboration, innovation et technologie. Donc, on est 260 conseillers un peu partout dans la province qui avons cette dénomination récit-là, dont notre mandat principal est d'accompagner les enseignants dans l'intégration des technologies en classe.
Souvent, là, le récit, c'est comme pas clair, c'est qui, c'est quoi. On est des employés des centres de services scolaires principalement. Vous voyez dans le panneau droit, il y a 4 types de services. En fait, le premier service, c'est le service de coordination. Lui, il est au ministère de l'Éducation. Donc, il y a quelques personnes au ministère de l'Éducation qui coordonnent les actions du réseau. Ensuite de ça, je vais commencer par en bas, c'est plus clair par en bas, c'est par 14 services nationaux. Les services nationaux, eux, ils ont un mandat qui est soit par clientèle ou par domaine d'apprentissage. Donc, c'est des spécialistes, soit d'une matière en particulier. Donc, on a récit MST, récit univers social, récit adaptation scolaire, des spécialistes, soit sur une clientèle, donc, ou un domaine d'apprentissage. On a à peu près 60 personnes dans les nationaux qui œuvrent là-dedans. Ensuite de ça, on a les services régionaux. Eux, c'est un par région administrative du Québec, un ou plus qu'un. Et eux, leur mandat, c'est d'accompagner les enseignants à la formation générale des adultes. Et on a 71 services locaux. Donc, dans chacun des services, des centres de services scolaires ou commission scolaire pour les anglophones, où on va retrouver des conseillers qui vont être là pour vous accompagner à l'intégration des technologies. Donc, tout ce beau monde-là, ensemble, ils œuvrent ensemble pour vous aider à intégrer les technologies en classe. Et moi, j'ai l'humble privilège de m'occuper de Campus Récit. Campus Récit qui se trouve être une espèce de plateforme où tous ces gens-là mettent des formations pour vous aider à intégrer le numérique. Pas pire? Voilà, je cède la parole à Christine. Merci Stéphane. Alors, LEARN, c'est aussi un acronyme pour Leading English Education and Resource Network. On est un organisme sans but lucratif qui a été fondé en 2005 pour répondre aux besoins du réseau scolaire anglophone, principalement au primaire et au secondaire. On est au service des 9 commissions scolaires anglophones, des centres de services scolaires à statut particulier et les écoles privées du réseau anglophone. On est financé par l'Entente Canada-Québec relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement des langues secondes et aussi la direction des ressources didactiques et pédago-numériques. Alors, comme Stéphane vient de dire, il y a des services nationaux pour le récit et on a le mandat aussi d'être le service national pour la communauté anglophone pour le secteur des jeunes. On a 3 équipes principalement chez LEARN. Alors, il y a une équipe du campus virtuel qui s'occupe de faire du tutorat en ligne pour les élèves du secteur anglophone, faire la coordination aussi de cours en ligne pour le secteur anglophone, puis développe des ressources aussi pour les élèves, des ressources en ligne. On a une équipe aussi qui travaille au soutien des centres scolaires communautaires dans le secteur anglophone. Il y a plus de 80 écoles qui sont des centres scolaires communautaires qui ont des partenariats avec la communauté pour faire du soutien aux parents et aux familles dans les écoles et aussi l'équipe des services pédagogiques. Alors moi, je suis la directrice de l'équipe des services pédagogiques chez LEARN. Alors nous, on s'occupe de faire des ressources pour le soutien du programme de formation, que ça soit avec l'intégration des technologies ou non. Alors, soutien des programmes pour le préscolaire, primaire, secondaire. Aussi, on publie des articles dans un blog, on fait des balados, on travaille en partenariat avec les CP dans les commissions scolaires, puis on offre des formations aux profs, puis aussi de l'accompagnement pédagogique pour les profs et les élèves. Et grosso modo, c'est ça. Alors, on fait partie aussi du réseau des récits depuis même avant la création de LEARN. Ça fait une vingtaine d'années. Merci à vous 3. Grâce à vos précisions, il va être vraiment plus facile pour chacun d'entre nous de repérer les ressources qui correspondent à nos besoins et à nos intentions. Si vous avez déjà consulté le site Internet de Cadre 21, de LEARN et du Récit, vous avez sans doute remarqué que l'offre de formation y est très variée et surtout très abondante, au point où il peut être difficile de savoir par où commencer. Dans le prochain tour de table, les représentants utiliseront des exemples pour illustrer la structure de leur offre de formation respective. Donc, commençons d'abord par Mme Christine Truesdale, représentante de LEARN.
Alors ici, je vais vous donner un petit exemple qu'on peut retrouver sur le site web de Learn, www.learnquebec.ca. Alors, c'est une formation disciplinaire pour l'univers social qui suit une démarche d'apprentissage qui est axée sur le développement des compétences, soit au secondaire ou si on a une version pour le primaire. C'est pour accompagner les enseignants dans la démarche. Alors, il y a un enregistrement d'un webinaire qui avait été fait pour encadrer les ressources. Il y a aussi des clips vidéo pour les étapes de la démarche et aussi des outils pour les enseignants qui peuvent utiliser avec leurs élèves. Alors, c'est un exemple d'une formation disciplinaire qui est offerte. La formation peut aussi être utilisée par les CP dans les commissions scolaires. Ça peut être utilisé par le prof qui veut visiter le site. Et puis aussi, on offre des formations en temps réel, là, soit en présentiel ou en ligne maintenant plus, pour soutenir les profs dans leur démarche. Alors ça, c'est le premier exemple. Ici, je vais vous donner un exemple d'une formation qui est plus axée là, vers l'utilisation des technologies. On a fait beaucoup d'expérimentation avec le petit microbit ici, là, que vous voyez ici. C'est un outil qui fait partie des appareils qu'on peut acheter, les équipements pour les labos créatifs et pour la robotique, l'intégration des technologies. Et puis, on a fait beaucoup d'expérimentation en classe avec les élèves au primaire et au secondaire. Et puis, l'année passée, aussi, on a fait de l'expérimentation en ligne avec cet outil-là, puis les élèves avaient leur microbit avec eux. Et puis, on a fait plusieurs projets depuis quelques années. Et cette année, on a lancé un cours qui est plus autoportant que les profs peuvent faire avec leurs élèves. Il y a 8 modules. Puis présentement, notre équipe fait un atelier sur ces modules dans un autre atelier Zoom. Alors, c'est ça. Alors ici, je viens vous donner un autre exemple. On a un nouveau site, la compétence numérique en action. Et puis aussi, vous pouvez retrouver des capsules qui peuvent être utilisées par les profs pour avoir des exemples de genre de défis qui peuvent être faits dans le contexte d'un labo créatif, des espaces créatifs. Un exemple d'un webinaire qui a été fait par une de nos profs en mathématiques avec Graspable Math, qui est un outil qui peut être utilisé en ligne ou en classe avec les élèves. Et puis, on a un exemple d'un balado. Alors, une autre façon de faire de la formation, c'est d'écouter des balados. Voilà nos 3 exemples. Merci, Christine. C'est moi qui prends le relais. Alors, je vous précise un peu quelles sont les formations, les types de formations qu'on va retrouver sur Campus Récit. Alors, si vous voulez aller faire un tour, c'est campus.récit.qc.ca. Et donc, lorsqu'on arrive sur Campus Récit, on va voir, il y a un lien dans le haut qui s'intitule Auto-formation. Donc, c'est plus de 100 auto-formations. Non, ça ne se dit pas comme ça, c'est 100 auto-formations que l'on a sur Campus Récit, dans lequel chaque national va avoir un espace pour pouvoir créer et rendre disponible des formations. Tantôt, je vous parlais qu'il y avait 3 types de services pour le récit. Donc, les services nationaux qui sont par clientèle ou bien par domaine d'apprentissage vont avoir leur espace pour pouvoir produire des formations pour vous. Alors, on a par exemple 2 exemples ici. Mathématiques, sciences, technologies, on fait une formation sur Minecraft. Très intéressant comme produit à utiliser avec les jeunes. Univers social a fait une formation sur les jeux sérieux. Domaine des langues, par exemple, fait récemment une formation sur les compétences informationnelles, une excellente formation que je vous invite à aller suivre. Bref, plusieurs formations faites par les nationaux, soit pour les enseignants ou encore pour les gestionnaires scolaires. Donc, on en a pour tous les goûts, toujours en lien avec le numérique dans l'intégration en classe. Ça, c'est le premier exemple. Toujours des auto-formations qui, vous y inscrivez et vous y allez à votre rythme pour faire les formations selon vos besoins, selon les compétences que vous voulez développer.
Deuxième exemple, donc ça, c'était les services nationaux qui sont quand même assez souverains. C'est eux qui vont décider dans leur catégorie de cours qu'est-ce qu'ils veulent développer comme formation. Ensuite, on a les services locaux, eux, ils ont des besoins un peu différents. Quand j'accompagne un enseignant dans sa classe, souvent, ça va être des besoins un peu plus terrains, du genre je veux être capable d'utiliser Teams, je veux être capable d'utiliser Moodle, je veux être capable d'utiliser Canva, peu importe le logiciel que je veux vouloir utiliser. Les services locaux sont là pour accompagner les enseignants dans leurs besoins de proximité. Et donc, les services locaux vont développer ou ils vont lever la main pour dire « Hey Stéphane, j'aimerais ça qu'on développe une formation parce que mes enseignants ont ce besoin-là. » Alors là, vous avez 3 exemples de formations qui ont été développées, des auto-formations enseignées avec Microsoft Teams, enseignées avec Moodle ou encore l'utilisation du iPad. Ces formations-là, ce sont des formations pour vous aider à vous approprier un outil ou une technologie, toujours dans le but de l'utiliser en classe. Rythmé à vous, c'est vous qui décidez à quel rythme vous voulez l'utiliser, puis vous n'êtes pas obligé de la suivre au complet, vous pouvez décider de ne prendre qu'un bout seulement, ce qui vous convient. Prochain exemple. Alors là, j'ai décidé de parler des webinaires plutôt que de parler d'un autre type de formation qu'on offre, mais je vais vous en parler des deux. Donc, les webinaires, on est quand même plus de 200 au conseiller ici. Puis, en plus des auto-formations, on a aussi des webinaires qu'on offre régulièrement. Alors, tous mes collègues prennent l'habitude d'inscrire les webinaires qu'ils vont offrir dans le calendrier sur Campus Récit. Donc, si vous allez sur le deuxième onglet dans le haut, auto-formation webinaire, vous allez voir la liste des formations en temps réel qui sont offertes en visioconférence. Alors, un bel endroit pour vous d'aller. Sinon, sur Campus Récit, on a offert aussi, de par le passé, l'an dernier pas, mais il y a 2 ans et 3 ans aussi, on a offert des formations hybrides. Donc, vous vous inscrivez à une formation qui est limitée dans le temps et qui est fréquente, qui a une fréquence déterminée, 5-6 semaines sur un sujet précis. Sans doute qu'on va en offrir une cette année, restez à l'affût. Ça fait pas mal le tour des types de formations qu'on offre à partir de Campus Récit. Et je cède la parole à Maxime. Merci Stéphane. D'ailleurs, j'avais oublié de te passer officiellement la parole tantôt. Je m'en excuse. D'ailleurs, merci de nous montrer la bonne façon de nous passer la parole pour que ce soit fluide pour les gens qui nous écoutent. Puis regardez, de mon côté, au cadre 21, je vous ai placé ici un petit échantillon de l'offre. On parlait tout à l'heure de bientôt une trentaine d'auto-formations qui sont disponibles en ligne en ce moment pour tout le personnel scolaire. Puis, à la lumière de ce que mes collègues de Learn et du Récit ont présenté, l'offre du cadre 21 se veut complémentaire. Ce qui est à savoir, c'est tout d'abord que ces auto-formations-là ne sont pas disciplinaires, ne sont pas reliées à un ordre d'enseignement en particulier. Donc, ajoute un complément à toute cette offre fantastique qui est déployée pour le personnel scolaire en ce moment. On a des sujets de formation qui sont transversaux, qui sont interordres. Donc, ils peuvent vraiment toucher des gens qui enseignent au préscolaire, tout comme justement à la formation professionnelle, à la formation générale aux adultes aussi, évidemment, primaire, secondaire. Donc, tout ça est à voir quelles ressources qui sont présentées dans les auto-formations peuvent venir vous parler, vous aider concrètement dans votre pratique avec vos élèves, évidemment. Cette offre-là est déployée sous 4 axes principaux de développement. Les compétences numériques, qui sont peut-être reliées un petit peu plus à ce qu'on jase aujourd'hui. Vous avez quelques exemples qui sont placés là, mais évidemment aussi des stratégies pédagogiques, du soutien aux apprenants où le numérique fait, évidemment, en filigrane, est un outil pour aider à arriver justement à mieux accompagner nos élèves avec ça. On en a un tout nouvel axe qui est autour de la formation à distance. Je vais en parler juste un petit peu plus tard, un petit peu plus en profondeur, parce que c'était un des thèmes justement de la journée d'aujourd'hui. Et si vous voulez aller explorer l'offre, je vous invite à aller concrètement à l'adresse cadre21.org/PAN pour plan d'action numérique. Vous allez arriver directement à un portail spécifique pour le personnel scolaire québécois. Vous allez avoir toutes les infos. Vous avez tout simplement à vous créer un compte à partir de votre adresse courriel institutionnelle, donc l'adresse de courriel de votre école. Et puis, automatiquement, notre système reconnaît que vous êtes un membre du personnel scolaire du Québec et vous avez accès à toutes ces formations-là. Comme je disais tout à l'heure, c'est un offre flexible, donc on est purement dans l'auto-formation, vous y allez à votre rythme, c'est vous autres qui choisissez
quel sujet vous intéresse et comment vous allez, consommer les ressources qui sont présentées. On vous invite à aller jusqu'au bout de la démarche parce qu'au bout de la démarche, il y a une réflexion à faire, des traces à déposer et puis on va vous offrir de la rétroaction via un courriel personnalisé d'un de nos responsables de la rétroaction pour sentir que jusqu'au bout de la démarche, vous avez eu un regard externe et bienveillant, hein, avec une rétroaction qu'on dit USB, qui se veut utile pour vous propulser en avant dans votre démarche. Je passerai un peu à l'explication un peu plus de notre modèle en tant que tel, parce qu'il est un petit peu différent. Chacune des formations est divisée comme en 4 niveaux d'intégration. Le premier, c'est explorateur, où est-ce qu'on vous invite souvent plus à découvrir, à vous familiariser avec un sujet en particulier que vous avez envie de développer, qui vous parle, qui est collé à la réalité de vos besoins et de celle de vos élèves. Puis ensuite, les autres niveaux sont vraiment des niveaux d'intégration. Fait qu'autant dans explorateur, on vous demande en bout de piste, qu'est-ce que vous pensez dans les ressources qui ont été présentées qui pourraient être utiles concrètement dans votre pratique, qui pourraient aider vos élèves. Alors que dans les 3 autres niveaux, ben là, on vous propose d'essayer. Tout à l'heure, Jean-Yves Fréchette parlait dans la conférence d'ouverture qu'il faut pas avoir peur d'essayer puis d'expérimenter et tout ça. Fait qu'on vous invite à aller expérimenter avec vos élèves et d'en témoigner. Donc, dans architecte, virtuose et innovateur, ben là, on a des degrés d'intégration qui sont de plus en plus intenses. Donc, architecte, j'essaye une première fois, j'en témoigne. Virtuose, je témoigne que ça fait partie maintenant de ma pratique annuellement. Et innovateur, que maintenant, on est rendu à passer au suivant. Et on est peut-être justement rendu à proposer un atelier à la Journée du numérique en éducation, par exemple. Et puis, dernier élément que je regarderai avec vous aussi de ce côté-là, c'est ce nouvel axe qui touche la formation à distance qu'on a développé en collaboration avec des conseillers pédagogiques experts qui travaillent dans l'organisme de la FADIO, que je vous invite à découvrir aussi. Donc, FADIO, qui est aussi un acronyme, vous voyez le nom complet à l'écran. On a développé avec eux dans les derniers mois 5 sujets de formation qui sont spécifiques à la formation à distance, mais que pour avoir travaillé dans les contenus moi-même, j'ai bien vu qu'il y a énormément de liens qu'on peut faire avec un enseignement où est-ce que le numérique prend une partie petite ou grande, là, dépendant de comment vous fonctionnez là-dedans. Donc, des éléments autour de l'évaluation, mais aussi la pédagogie active qui se passe aussi bien qu'on veut, qui se passe aussi bien à distance qu'en présence. On a aussi la scénarisation pédagogique et l'expérience apprenante qui s'en vient aussi, donc c'est à surveiller. Ça, on a justement une adresse spécifique pour vous donner un peu plus d'informations là-dessus, donc cadre21.org/AXFAD qui peut vous donner plus d'informations là-dessus. Fait qu'on a vraiment là des ressources qui sont, encore une fois, interordres pour permettre justement que vous alliez piger dans les ressources qui sont là, les éléments qui vous parlent pour votre pratique, pour vos élèves. Alors voilà. Merci, c'est toujours très intéressant de vous écouter. Puis je continue d'en apprendre sur la structure des formations et des outils disponibles pour l'ensemble des acteurs de l'éducation du réseau scolaire québécois. Chers participants, peut-être allez-vous vous reconnaître dans mes propos. J'amorce souvent une année scolaire avec plein de bonnes intentions, mais plus le temps avance et plus mes priorités changent. Même si je crois fondamentalement à l'importance de la formation continue, je consacre le plus gros de mes énergies au soutien que j'apporte à mes élèves. J'ai toujours l'impression de manquer de temps. Malheureusement, c'est mon développement professionnel qui est remis à plus tard. Chers représentants, quelles sont vos suggestions pour nous aider justement à intégrer ces formations pendant l'année scolaire? Je me permets de m'adresser d'abord à Maxime Pelchat de Cadre 21. Oui, Frédéric, c'est une question qu'on entend souvent, disons-le, puis qui est très, très, très collée à la réalité du terrain. Ça va vite. Un quotidien scolaire, c'est plein d'enjeux dans une journée qui fait en sorte qu'on a en masse justement d'éléments qui se passent pour occuper entièrement la journée. Puis en arrière-plan, on peut toujours avoir ce désir, puis particulièrement en début d'année, je pense que ça a été bien mentionné sur ces bonnes intentions-là qu'on veut mettre de l'avant pour se développer professionnellement. Je pense que ça débute tout d'abord par un questionnement de qu'est-ce que j'aurais besoin, moi,
comme dans ma pratique professionnelle, qu'est-ce que j'aimerais améliorer concrètement? Et puis, c'est pas obligé d'être nécessairement quelque chose d'extrêmement large, ça peut être assez précis. Puis, on a vu dans la complémentarité des offres de formation, depuis qu'on en parle ensemble ce matin, comment qu'il y a différentes façons de l'aborder. Est-ce que c'est directement au sujet de nouveaux outils qu'on veut utiliser, d'un élément de matière qu'on veut mettre de l'avant de façon plus efficace, plus optimale, plus significative, plus stimulante? Est-ce que c'est quelque chose d'un petit peu plus large aussi? Parce que, comme tu le mentionnais, Frédéric, ça peut être aussi de vouloir soutenir plus efficacement nos apprenants aussi. Fait que ça part vraiment de cette première évaluation-là. Là, c'est sûr que dans ce questionnement-là, on se dit, y aurait-il un outil diagnostique fantastique qui me permet de répondre à 3-4 questions, puis pouf, voilà, je sais où me diriger? Non. Clairement, je vois que plusieurs acteurs en éducation en ce moment se posent cette même question-là et veulent développer des choses. Je pense qu'il y a des choses intéressantes qui s'en viennent au cours des prochains mois là-dessus. Mais si on veut partir de quelque part, puis qu'on se dit comme à travers toute cette belle ce bel écosystème de ressources-là, par où je passe, hein, parce que là, c'est peut-être comme un buffet, à savoir comme s'il y a l'embarras du choix, par où je commence, ben peut-être d'aller voir les principaux référentiels qui sont sortis dans les peut-être dans les 2-3 dernières années. Je pense notamment à celui sur les compétences professionnelles de l'enseignant qui est sorti il y a 1 an à peine, puis dans lequel on pose des éléments très spécifiques sur la pratique, dans le fond, professionnelle enseignante, puis que là-dedans, notamment dans le champ 1, on parle de plusieurs compétences. Dans le champ, ouais, c'est ça, où est-ce qu'on parle de planifier des situations d'apprentissage et d'enseignement, mettre en œuvre des situations d'apprentissage, évaluer les apprentissages, gérer le fonctionnement d'un groupe classe. Fait que c'est des portes d'entrée qui nous permettent de nous aider à nous questionner puis de dire comme, OK, qu'est-ce qui colle à ma pratique? Qu'est-ce qui est un enjeu dans ma pratique pour moi ou pour, évidemment, mes élèves? Et on pourrait dire qu'on pourrait faire exactement la même chose avec le cadre de référence de la compétence numérique aussi, qui peut permettre de pointer quelle est une porte d'entrée, hein, pour pas se dire comme, oui, je veux me développer professionnellement, puis j'ai des intentions très, 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 très louables, mais encore un peu floues. Comment préciser ça? Ben, peut-être d'aller voir ces éléments-là. Avec les 12 dimensions de la compétence numérique, je pense qu'on a des belles portes d'entrée aussi, à savoir, est-ce que je veux que mes élèves collaborent davantage? Que faire? Ben, on a une porte d'entrée plus directe là. Fait que peut-être de commencer à cibler son questionnement tout d'abord comme ça, au lieu de rester avec des intentions très larges là-dessus. C'est ce que j'aimerais dire en premier, mais tu me permets, Maxime, moi, j'ajouterais quelque chose parce qu'au lieu de rester à l'état individuel. Yes, if you may, I would add something. Rather than staying on the individual aspect, we always are working as a team. So ask yourself, as a team, what would you like to develop? And you can create a match plan because, of course, we can develop individually. And often when we do that individually, we just add everything on our plates. We want to do everything at the same time. But probably that is not the best approach because it's the same thing as taking a resolution at the beginning of the year. We'll say we're going to go to the gym and then after a month we give up. So here is the same situation. We need to take small baby steps and we can target 1 or 2 skills as a team, and we are many to encourage each other. We can think together and it could be more practical. We can also do a assessment to see what's going well, what's not going well, and that could be the basis of the training that we do. I would also add that for the technology integration, we can also go about experimenting with the students, not to wait to know everything before we take a dive. We can let them go at it too, because often they'll des compétences, puis on peut aller chercher avec les interests and skills that we can try to reach for with the students in a very experimental way. So not to wait too long, not wait to puis de tout savoir, ben, on verrait en classe. Alors, c'est important de faire des pas, puis de faire vraiment de l'expérimentation en classe parce que la compétence, c'est le savoir agir, puis le savoir-faire aussi. Alors, il faut le faire. Et puis, savoir, comme vous avez dit, là, une posture d'apprenant et une posture réflexive. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on peut aller plus loin? Oui, c'est ça. On n'a pas besoin d'être l'expert. Excuse-moi, Frédéric. On n'a pas besoin d'être l'expert. On est enseignant, oui, mais on est l'accompagnateur. On n'est pas celui qui connaît tout. C'est correct d'avoir une posture d'apprenant et d'apprendre avec les élèves. C'est ça. L'important, c'est d'avoir
une intention pédagogique. C'est ça le rôle du prof. Here is to have a pedagogical intention. That is the goal of the teacher, and we want the students to participate as well. Yes, indeed. As a teacher, the teaching staff, if I cannot even for a few hours, how Professionnel. Ah, ben là, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire, ben, il faut que tu fasses ça de soir ou de fin de semaine. Mais je sais que Patrick, il nous avait dit de ne pas dire ça. Moi aussi, je vous dis ça. Je pense qu'un des éléments qui est la clé de pouvoir se développer professionnellement, même si on manque de temps, c'est de le planifier, le temps. Puis c'est is really to horaire hebdomadaire que je conviens avec ma direction. Je prends cette plage-là, cette demi-heure-là, puis je fais telle chose de développement professionnel, peu importe laquelle c'est. Mais il faut le convenir dans l'horaire, le planifier pour qu'on ait du temps. Puis sinon, on n'en a jamais de temps. On est toujours en train d'éteindre des feux. Alors, entièrement d'accord avec Stéphane à ce niveau-là. Puis je renchérirais en disant que ce que tu mentionnais, Stéphane, tout à l'heure, sur le fait de pas nécessairement toujours le voir comme quelque chose d'individuel, mais de le voir quelque chose comme une stratégie d'équipe. C'est sûr que quand vient le temps de le planifier, puis qu'on le planifie avec des collègues, ben là, on s'engage un peu plus, on s'oblige un peu plus à le faire. On sent qu'il y a comme une dynamique qui s'installe aussi. Puis c'est ça, c'est pas obligé d'être quelque chose qui est immense. Puis comme Christine le disait aussi tout à l'heure, attendre que ce soit parfait, puis ça peut être rassurant de le faire avec 1, 2, 3 collègues, une équipe comme ça, puis de sentir que c'est ça, là, oui, on s'essaye, oui, on est peut-être encore inconfortable, mais qu'on a de l'appui, on a quelqu'un justement là, à qui on peut jaser, puis même quand vient le temps de faire aussi cette espèce de réflexion après avoir essayé, c'est le fun de pouvoir en jaser aussi avec des collègues. Fait que si on a réussi à l'intégrer, ces moments-là et cette stratégie-là dans son horaire avec ses collègues, je pense qu'on a une piste intéressante pour faire en sorte qu'on fasse nos premiers pas, parce que c'est toujours ça, hein, c'est de mettre la machine en marche, puis après ça peut devenir comme une habitude dans notre pratique de se garder du temps, dans le fond, pour ça. Là. Super. J'oserais vous poser une autre question à ce niveau-là en quelques secondes, si ça ne vous pose pas de problème. En fait, je pense encore à mon cas. Je suis enseignante de FMS, donc formation métier semi-spécialisée. Puis je me pose la question, est-ce qu'il y a des formations ciblées pour des enseignants moins représentés en nombre dans le réseau, comme ceux du programme PFAE ou je pense au réseau scolaire anglophone, le WOTP, ou encore même pour venir en aide de ceux qui sont dans la formation professionnelle? Nous, dans le WOTP, il y a un réseau une communauté de pratique pour les profs. Alors, des fois, on va travailler avec eux pour faire des formations qui sont ciblées pour cette clientèle-là, où on fait des projets aussi avec les écoles et les CP pour voir qu'est-ce qu'on peut aller développer autour de ces programmes. Alors, c'est ça qu'on fait dans le réseau anglophone, mais comme Maxime puis Stéphane avaient dit, il y a plusieurs formations qui sont interdisciplinaires, transversales, qui sont aussi pertinentes là, pour les enseignants spécialisés ou les gens qui enseignent là, dans les programmes qui sont moins représentés. Sûr que nous, sur Campus Récit, pour faire du pouce là, sur Christine, sur Campus Récit, ce sont des auto-formations principalement, puis selon le service national, il y aura une certaine offre qui va être faite. Donc, j'ai des collègues qui s'occupent de clientèle que tu parles, Frédéric. Par exemple, on a une catégorie, on a des collègues pour la formation professionnelle, on a des collègues qui s'occupent de la formation générale des adultes. Alors, chaque clientèle est adressée, gestionnaire scolaire aussi. Puis maintenant, est-ce que l'offre est aussi garnie pour l'un et pour l'autre? Non, malheureusement. C'est certain qu'on vise d'abord la clientèle qui est la plus populeuse, mais on a des offres en adaptation scolaire, par exemple, pour les profs d'adapt ou les profs qui seraient en FMS et ainsi de suite. Un peu. Mais en secteur anglophone, il y a des collègues aussi là, dans la FGA et puis FP qui travaillent avec le service national là, pour les deux. Alors,
il y a des offres aussi, là, et des équipes qui travaillent avec eux. Mais il suffit de lever la main. Hein. Quand on lève la main et qu'on dit on aurait besoin d'une formation pour ceci, puis si elle n'est pas existante, on va se parler puis on va en développer une formation. Puis il ne faut pas oublier une chose, hein, le modèle d'auto-formation, puis évidemment le modèle du cadre 21, puis du campus Récit est basé beaucoup là-dessus. C'est surtout le fait que c'est autoportant et que dans le fond tout est là. Fait que quelqu'un qui s'engage tout seul peut le faire jusqu'au bout, aller jusqu'au bout du processus. Mais en même temps, toutes les ressources qui sont là, rien n'oblige de les vivre, comme on disait tout à l'heure, individuellement. Fait que déjà là, de sentir que auto-formation, oui, oui seul, mais aussi en équipe, comme on l'a dit tantôt. Puis ça, je pense que c'est important de les voir aussi comme ça. La richesse de toutes les ressources qu'il y a dans toutes ces auto-formations-là peut être vraiment contextualisée dans un autre genre de démarche qui n'est pas vraiment en auto-formation et puis qui peut donner exactement le même résultat. Puis on ne se le cachera pas. Il y a probablement l'addition de ressources ici, là et là et là qui viennent de différentes sources et qui permettent justement de faire en sorte que ça fait un tout cohérent qui répond aux besoins du milieu qui ont été identifiés en premier. Voilà. Génial. Merci Christine, Maxime et Stéphane pour vos bons conseils. Ces différentes façons d'aborder les formations, elles m'aident à envisager leur intégration dans une perspective effectivement plus à long terme. Je comprends l'importance de me donner une intention puis de planifier mon développement, dans le fond, sur quelques mois, voire une année scolaire. Puis pour ce troisième et dernier tour de table, pourriez-vous nous décrire quels sont les services complémentaires offerts par vos organisations en vue de soutenir le personnel du réseau dans leur développement professionnel? D'abord, je suis curieuse d'entendre M. Stéphane Lavoie du Récit à ce sujet. Oh, monsieur! C'est mon père d'habitude qu'on appelle monsieur. Je suis officielle. Alors, c'est certain qu'on a d'abord l'offre d'auto-formation, comme Maxime le décrivait bien, là, où chacun peut y aller, puis c'est un buffet, puis on va chercher les ressources que l'on veut. Mais au-delà de ça, le fait que le Récit soit plus de 260 conseillers pédagogiques, on peut offrir un accompagnement. D'une part, dans chacune des formations, on va retrouver une gradation, un peu comme sur Cadre 21, où on va émettre des badges selon où vous êtes rendu dans la formation. Donc, la plupart des auto-formations vont avoir des badges à l'intérieur et selon, vous avez d'abord le badge découverte. Lorsque vous vous êtes sensibilisé au sujet, vous allez recevoir un premier badge qui atteste que vous vous êtes sensibilisé au sujet ou à l'objet d'apprentissage. Ensuite de ça, on a 4 autres badges dans lesquels vous aurez à déposer, à remettre une preuve que vous vous êtes approprié, que vous avez conçu une situation d'apprentissage, que vous avez expérimenté en classe ou encore que vous avez contribué et vous avez produit quelque chose que vous rendez disponible à la communauté. Donc, 5 badges au total que vous pouvez obtenir. Et chaque fois que vous remettez un travail pour obtenir un badge, il y a un humain qui est derrière, qui va regarder votre travail et qui va émettre une rétroaction. Donc, là, vous êtes accompagné. Maintenant, si dans votre équipe cycle ou dans votre établissement scolaire, ensemble, vous vous dites hey, « ça serait bien qu'on fasse un projet avec Minecraft », bien, ce qu'on peut faire, c'est on peut demander à votre conseiller Récit local qu'il vous accompagne dans ce processus-là à l'intérieur même de l'auto-formation. L'auto-formation, c'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi, puis elle va permettre de vous, en tant qu'équipe, de travailler ensemble et d'apprendre et de devenir meilleur dans l'objet d'apprentissage que vous voulez exploiter. Pas pire? Ouais, je continuerai un peu dans la même lignée, Stéphane, sur le fait qu'effectivement, dans le modèle d'auto-formation, avec une reconnaissance via badge numérique, c'est vraiment intéressant que ça laisse des traces et surtout que ça puisse alimenter aussi la communauté. Hein. Puis c'est ça qu'on souhaite là, dans le futur. Tu en faisais un peu mention, Stéphane, de dire qu'il y a ultimement, quand on voit, parce que là, on parlait, on peut le faire en équipe, mais on peut le faire seul aussi. Puis ça arrive, là, il y a des gens qui, dans leur milieu, sont un peu seuls, se sentent un peu seuls, sont réellement peut-être un peu plus seuls dans leur pratique et le fait de pouvoir s'inspirer de ce que d'autres ont déjà fait, puis c'est la plateforme du cadre 21, les badges numériques
qui sont octroyés se déposent dans le portfolio de l'apprenant, de la personne. Et quand on regarde une formation, qu'on s'informe dessus, on a accès, dans le fond, à tous ceux qui ont déjà fait la formation, qui ont déjà eu le badge. Et on peut voir les traces qui ont été laissées, notamment dans le niveau, dans nos niveaux comme supérieurs, architecte, virtuose. On peut voir quel genre de pratique a été mis en action dans le milieu, qu'est-ce qu'on a essayé, quel genre de projet, quel genre d'éléments ont été déployés, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, qu'est-ce qu'on voudrait changer. Et ça peut être très rassurant quand on veut justement se lancer un peu en déséquilibre en essayant quelque chose qu'on n'a jamais essayé. Fait que ça, cet élément de communauté qui, tranquillement, mois après mois, année après année, est en train de se bâtir, il y a vraiment quelque chose de stimulant à ce niveau-là. Puis, mais au-delà de ça, j'ajouterais un autre élément là, au niveau des services complémentaires cadre 21. Évidemment, on offre des badges numériques relatifs aux formations qu'on a en ligne de notre côté, mais on est aussi hébergeur de badges numériques qui sont émis par des organismes en éducation aussi qui offrent de la formation continue. On disait tantôt qu'on a un super exemple ici dans notre panel de discussion d'offres de services, mais il y en a plein d'autres aussi. On pense notamment à toutes les associations professionnelles, disciplinaires et tout ça qui offrent le congrès, webinaires, formations et tout ça. Fait que on a un service, on est hébergeur de badges numériques qui reconnaît l'investissement en formation continue dans d'autres occasions qui sont plus justement ponctuelles, événementielles. Ça peut être très intéressant de venir ajouter à ses traces de démarche de formation continue, puis de voir au fil des mois, au fil des années aussi là, ces actions concrètes qui sont faites dans notre démarche de formation continue auprès d'autres acteurs qui sont dans le réseau aussi. Là. On a un écosystème très riche et très dynamique là, en éducation au Québec. Puis je pense que c'est une belle façon de le mettre en valeur aussi en reconnaissant ces actions-là qui sont faites en formation continue. Et on pense que ça peut contribuer à la valorisation de la profession. Et ça, on y croit beaucoup. Moi, je dirais que en complémentarité avec les ressources qui sont autoportantes, on offre de l'accompagnement des commissions scolaires, des CP et aussi des profs. Alors, souvent, il y a des projets qu'on va accompagner sur quelques mois ou quelques années. Là. Puis souvent, c'est des projets qui viennent du terrain et puis nous, on fait le soutien. On a aussi des rencontres, des webinaires en ligne pour que les gens, parce que nous, on a souvent des enseignants qui sont seuls parce qu'ils sont vraiment dans des écoles éloignées où ils sont seuls profs là, pour une matière. Puis là, d'être capable de se rassembler avec des pairs puis d'échanger, ça leur donne un endroit là, pour vraiment échanger sur la pratique puis les enjeux. On fait aussi du soutien en ligne pour des classes, pour certains projets avec les CP. Alors, il y a plusieurs moyens là, d'avoir un accompagnement ou des ateliers aussi qu'on offre qui sont en ligne ou en présentiel, puis qui sont en direct. Là. Alors, il y a ces offres-là aussi. Puis, on travaille avec les commissions scolaires puis les CP pour, des fois, offrir des formations disciplinaires ou sur nos ressources. Et puis, c'est ça. Fait que les ressources autoportantes, c'est juste une partie là, du soutien qu'on peut offrir à la communauté. Merci encore. C'est sur ce sujet que se terminent les discussions entre vous, chers partenaires du ministère. C'est maintenant à vous, participants, de poser vos questions et contribuer à enrichir les derniers échanges de cet atelier. Je vous rappelle qu'il est possible de soumettre vos questions en utilisant le clavardage de Zoom. On en a déjà quelques-unes. Si vous me permettez, d'abord, en complément aux propos de Mme Truesdale, un participant vous remercie de souligner que nous avons le droit de se planter. Effectivement, il faut se donner droit à l'erreur, tout comme aux apprenants qu'on a en classe. Hein. Dans le fond, nos apprenants, on leur apprend que c'est en faisant une erreur qu'on apprend. Hein, puis qu'on... Il ne faut pas juste le dire, il faut le faire. Exactement. Il faut le modeler pour les élèves. Puis, tu sais, dans l'intégration des technologies, là, quand on apprend à programmer, par exemple, ce n'est pas la première fois là, qu'on va réussir. Alors, il faut apprendre, puis se faire des façons de faire, des stratégies. Là, en anglais, on dit « unstuck ». Quand on est pris, c'est important d'avoir des stratégies pour se trouver des solutions, des pistes. Alors, tu sais, il ne faut pas avoir peur d'expérimenter puis de dire « on va voir qu'est-ce qui va arriver », puis
trouver des solutions. Puis l'erreur, c'est tellement un puissant levier pour apprendre qu'il ne faut pas le négliger, il faut en faire des erreurs. C'est ça. Mais il faut avoir la posture de dire ben, qu'est-ce qu'on fait avec cette erreur-là au lieu de se démotiver. Là. Alors, si on prend la posture dès le début qu'on apprend ensemble, ben là, ça nous encourage à trouver des solutions. Tout à fait. Ça me fait penser à un petit jeu de mots que j'utilise avec mes élèves. J'aime bien les phrases imagées. Et je leur dis souvent, quand on se plante, on pousse. Donc, effectivement, je pense qu'il y a moyen de grandir dans tout ça. Je vous remercie. À Cadre 21, donc Maxime, monsieur, oui. Maxime Pelchat, est-ce qu'il y a des coûts reliés à la consommation des auto-formations? Non, c'est ça. Grâce au partenariat avec le ministère, là, depuis 2018, toutes les auto-formations du cadre 21 sont totalement sans frais là, pour le personnel scolaire du Québec. Ce qui est important, c'est, puis on travaille en ce moment à améliorer notre plateforme. Là, on a des belles nouveautés qui s'en viennent dans les prochaines semaines, les prochains mois pour faciliter encore plus l'expérience utilisateur. Mais le conseil que je donne, si vous n'êtes pas des habitués de la plateforme encore, allez tout de suite vous inscrire tout d'abord. Cliquez sur le lien d'inscription dès que vous le trouvez. Entrez votre adresse courriel institutionnelle. C'est elle qui devient comme la clé qui fait en sorte qu'à ce moment-là, toutes les formations sont accessibles là, sans frais, en tout temps, etc. Mais il faut d'abord être connecté sur la plateforme. La plateforme fonctionne comme ça pour l'instant. Puis comme je vous dis, on travaille fort pour la rendre encore plus conviviale, encore plus facile d'utilisation. Mais en ce moment, première action à faire, c'est d'aller créer son compte ou de se connecter. Hein. Puis c'est la même chose. Quand son compte est déjà créé, on revient après une couple de jours, après une couple de semaines. On se connecte tout d'abord et à ce moment-là, on a accès à tout. On peut naviguer partout parce que sinon, on peut se retrouver devant des portes fermées. Fait que la clé, je m'inscris ou je me connecte justement à mon compte grâce à mon adresse courriel institutionnelle, donc l'adresse courriel que j'utilise à l'école. Voilà. Parfait, merci. C'est assez simple, on aime ça comme ça. Monsieur. Là, Stéphane, là, je m'en parle. Donc, Stéphane, question pour vous. Est-ce que la section webinaire du... Excusez-moi, je ne vois plus la question. Donnez-moi un instant. Je la connais. Ah oui, vous la connaissez? Alors, oui. Est-ce que les webinaires sont enregistrés? Est-ce qu'on peut les voir après? Parce qu'on n'est pas disponible pour le voir durant le webinaire. Alors, oui, c'est exactement ça. Vous êtes habitué de vous la faire poser? Ben oui. En fait, c'est sûr que mes collègues qui offrent des webinaires, c'est eux qui vont décider si oui ou non ils enregistrent. Mais de façon générale, la plupart des collègues du récit, lorsqu'ils font des webinaires, ils l'enregistrent, ils vont le mettre à disposition, mais pas sur la plateforme de Campus Récit, sur leur site web respectif. Ce qui fait en sorte que si, par exemple, il y a une formation, un webinaire offert par Domaine des langues, bien, on va retrouver l'enregistrement sur le site web du Domaine des langues. En mathématiques, sciences, technologies, la même chose. La plupart de mes collègues, ils enregistrent leurs webinaires et ils les mettent à disposition a posteriori. Puis je vois Christine qui hoche du bonnet. Là. Oui, je disais que nous aussi, on le fait, mais ça dépend aussi de la structure là, de l'événement, parce que des fois, si c'est vraiment du partage, et puis il y a des trucs vraiment interactifs, de regarder ça pendant 1 heure de temps, c'est pas nécessairement intéressant, mais on partage les ressources puis les présentations là, autour de ça. Super. Puis, une question qui s'adresserait à vous trois. Est-ce qu'il y a des plateformes pour soumettre des suggestions de besoins en formation? Nous, sur Campus Récit, tous les utilisateurs, quand ils sont connectés et qui s'en vont sur auto-formation, ils vont avoir un petit bouton dans le bas. Ça veut dire « demande de formation ». Fait qu'ils peuvent cliquer là et dire « j'aimerais avoir telle formation ». Sinon, bien sûr, ils peuvent lever la main auprès de leur conseiller pédagogique récit local puis dire « ça, là, c'est quelque chose qu'on n'a pas, puis on aimerait ça avoir ce type de formation-là ». Puis moi, régulièrement, lorsqu'on se rencontre tout le récit, je pose la question, je demande « est-ce qu'il y a des besoins de formation qui ont été manifestés pour lesquels on devrait avoir de quoi sur campus ?» Puis on s'ajuste, on évolue avec les enseignants en fonction de leurs besoins.
Ouais. Puis nous, on a des rencontres avec le réseau anglophone des récits locaux à chaque semaine. Alors, on est vraiment branché à ce qui se passe dans les services locaux. Alors, des fois, on va dire, ah, ben il y a déjà une offre à la commission scolaire, ou sinon, ben on peut collaborer ensemble là, pour voir qu'est-ce qu'on peut développer pour le réseau. Si, les gens peuvent aussi, là, sur le site, nous contacter pour faire des demandes aussi, là, pour voir si on est en mesure de les aider. Ouais, même chose pour nous. On reçoit ponctuellement des questions de cette nature-là via courriel, donc à info@cadre21.org. C'est sûr que là, en ce moment, on a des chantiers qui sont en ébullition, qui sont en train de mijoter même pour certains et qui s'en viennent dans les prochains mois. Fait que ça peut être une façon de dire que oui, sur ce sujet-là, ça s'en vient. Sinon, ben on est assez bien branché pour savoir où rediriger et ça arrive très souvent justement qu'on redirige vers les ressources existantes là, chez les autres partenaires aussi pour dire que ce que vous cherchez là, vous allez le retrouver là aussi. Puis ça nous fait toujours plaisir de le faire de ce côté-là. Et on est toujours ouvert à toute suggestion, évidemment. Oui, je vois bien justement que vous travaillez quand même en collaboration ensemble, puis pas dans un contexte où vous êtes en compétition les uns envers les autres. Puis ça m'amène à la question qui a été posée dans la messagerie. Est-ce qu'il y a des formations offertes en anglais pour Cadre 21 et Récit? Ben, je peux prendre la parole. Tiens, ben, regarde. Il y a quelques formations qui ont été traduites. Par exemple, je sais que les formations de Marie-Soleil sur l'éducation à la sexualité, qui n'est pas tout à fait liée au numérique, mais qui est d'actualité, pour qui les enseignants ont à faire ce genre d'éducation en classe. Il y a 3 formations, puis là, il y en a une qui a été traduite en anglais, puis il y en a d'autres qui vont suivre. Donc, il y a quelques formations qui sont traduites en anglais, mais je sais que l'un ne dépose pas vraiment de formation dans le campus Récit parce qu'il y a vraiment beaucoup de ressources en anglais. On est juste à côté des États-Unis, il y a le Canada anglais, donc il y a beaucoup de ressources disponibles pour les anglophones, ce qui fait en sorte qu'ils font plus de l'accompagnement que des auto-formations. Ouais, puis de notre côté, officiellement en ce moment, il n'y en a qu'une formation, auto-formation qui est en anglais sur notre plateforme. C'est une formation partenaire qui a été développée avec le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales, et la police de Saint-Jérôme, le gros projet Sexto. Donc, on a l'auto-formation trousse d'intervention Sexto qui est complètement disponible en anglais aussi. C'est Sexto Response Kit et qui vient avec un accompagnement là, de l'équipe du DPCP. Puis là, tout ça est organisé justement en collaboration directement avec les milieux, avec les écoles. Mais c'est une demande qu'on reçoit ponctuellement aussi. On a des projets de ce côté-là à venir aussi pour voir justement, puis c'est important d'évaluer aussi qu'est-ce qui existe déjà dans l'écosystème pour pas dupliquer les choses. Fait que souvent, on aime mieux rediriger vers des ressources existantes avec des partenaires qui travaillent, qui sont des experts en anglais aussi de ce côté-là. Mais ce qu'on a vu aussi à plusieurs reprises, c'est que certains ont consommé les ressources qui sont présentes en français et lorsque vient le temps de témoigner en fin de parcours, ils l'ont fait en anglais et puis on l'a traité de ce côté-là aussi, là, leur demande de badge numérique justement en anglais. Quand les responsables de rétroaction sont à l'aise de le faire, de donner une rétroaction en anglais, ils le font, sinon elle est en français aussi, puis le processus se suit quand même, donc ça demeure accessible pour tout le personnel scolaire québécois là, quand même. Voilà. Pour nous, ben, c'est l'inverse. Des fois, les gens vont participer à nos formations en anglais ou bilingues, et puis là, ils peuvent répondre ou poser des questions en français. Et puis, oui, des fois, on offre des formations en français pour les enseignants du français langue seconde ou en collaboration, là, comme aujourd'hui, on fait notre formation pour le microbit, mais on le fait en français. Alors, des fois, on collabore là, avec le secteur francophone et puis les services nationaux du récit pour offrir des formations soit bilingues ou en français. Parfait. Vous avez très bien complété les informations parce qu'il y avait un participant qui justement manqué les premières minutes de votre présentation, Christine, puis il voulait savoir si l'un offrait des formations ou encore des ressources en français. Donc là, je comprends que ça peut être effectivement le cas.
Génial. Donc, ça va faire le tour des questions. Si jamais, chers participants, vous en avez d'autres qui vous viennent à l'esprit, bien, vous allez avoir les coordonnées de nos 3 partenaires et vous pourrez leur faire part de vos questions. Donc, l'intention de cette table ronde était d'abord de vous faire connaître les organismes Cadre 21, l'URN et le Récit, ainsi que leur offre de formation pour le personnel enseignant, professionnel et de soutien en matière de pédagogie numérique. On a souligné l'importance du développement professionnel, mais surtout donné des pistes pour s'investir dans un processus de formation continue dans le tourbillon de l'année scolaire. Que vous soyez dans le réseau de l'éducation depuis plusieurs années ou que vous venez d'entrer dans la profession, je vous invite à explorer et surtout à exploiter ces offres de formation, de soutien et d'accompagnement. Enfin, pour vos collègues qui n'ont pas pu se présenter ce matin, je vous invite à les informer que la table ronde sera disponible sous peu en rediffusion en français et traduite en anglais sur la chaîne YouTube du ministère de l'Éducation. Donc, merci d'avoir été des nôtres et bonne fin de journée. Merci. Bonne poursuite tout le monde. Merci. Bravo, Frédéric. Journée. Merci. Bonne journée à vous. C'était bien agréable de collaborer avec vous. Super.